Cet après-midi, nous allons commencer par notre deuxième thème d'atelier et nous invitons Madame Raymond pour nous présenter les bactériologies chez la femme enceinte et les recommandations. Merci. Bonjour, je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation et particulièrement Madame Ganjou pour m'avoir permis de venir ces quelques jours en Guadeloupe, ce que j'apprécie beaucoup. Je voudrais aussi remercier Petra pour la gentillesse à laquelle elle m'accueille et elle me suit. Donc, je vais vous présenter quelques données concernant la bactériologie de la femme enceinte. L'objectif, c'est d'éviter les infections néonatales les plus fréquentes. Deux modes d'infection néonatale, soit par voie hématogène, soit par voie ascendante. La voie hématogène implique qu'en cas de fièvre, bien sûr, on fera systématiquement une hémoculture. Une des bactéries à laquelle on pense est la listériose. Cette listériose est au moins en France en voie de disparition puisque nous notons le centre de référence de la listeria, 5 cas pour 1 million d'habitants. Deuxième cause d'hémoculture positive, c'est la pyénolynéphrite aiguë. Nous allons voir en détail ce qu'il en est des recommandations concernant les infections urinaires chez la femme enceinte. Et ensuite, donc, nous verrons les infections par voie ascendante. Pourquoi ces infections sont importantes à surveiller? Parce qu'elles sont responsables de chorioamniotites, de souffrances fétales qui vont conduire à des complications néonatales ou à des complications maternelles du postpartum. Alors, vous avez la chance d'avoir en primeur les nouvelles recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui ne sont pas encore sorties, mais je fais partie du groupe de travail et donc je vous les donne en primeur. Alors ça, je vais un peu rapidement passer sur cette diapositive puisqu'elle a déjà été, les résultats ont déjà été présentés. L'épidémiologie. Quelle est l'épidémiologie des infections urinaires chez la femme enceinte? Ce sont les infections urinaires communautaires. Donc en premier, colis, selon les études, 40 à 80% des cas, certainement plus 80%, Klebsiella, entérobactéries, les coccigrames positifs, Staphylococcus saprophyticus, qui est non négligeable. Et là, je vous ai mis déjà pour commencer à poser le problème, les infections à strepto B. Il n'y a rien de plus difficile, je trouve, dans un laboratoire de bactériologie que d'interpréter un ECBU. C'est toujours très difficile de faire la part de l'infection réelle et de l'ECBU mal prélevé, qui est très courant. En ce qui concerne l'épidémiologie, quelques données sur la résistance aux antibiotiques. Ici, il s'agit des ECBU prélevés dans les deux grandes maternités parisiennes, Port-Royal et Robert-Debré, ECBU prélevés chez les femmes enceintes, donc communautaires. Qu'est-ce qui est important de voir ici? C'est que l'amoxicilline, c'est coli, la plus fréquente des bactéries, résistante dans un cas sur deux à l'amoxicilline, 25-35% des cas à l'acide clavulanique, 23% aux bactrim, on verra tout à l'heure l'intérêt. Qu'est-ce qu'il est important aussi de noter? C'est que vous savez qu'il y a un grand problème mondial qui est la diffusion des entérobactéries, principalement coli, à bêta-lactamase à spectre élargi. Il existe un clone qui est le clone CTXM15 qui est de diffusion mondiale. Deuxième problème, vous avez certainement entendu parler, il a émergé il y a 3 ans un colis qui est porteur de bêta-lactamase à spectre élargi qu'on appelle colis NDM1. Ce colis NDM1 n'est plus sensible qu'à la colimycine, la tigécycline et la phosphomycine. Ce ne sont pas des choses anecdotiques. En raison des voyages à travers le monde, de la grande mobilité de l'humanité aujourd'hui, ces colis résistants à tout sont de diffusion mondiale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en France, on commence à en être bien conscient, il faut épargner les antibiotiques. Si vous utilisez trop d'antibiotiques, bientôt ces colis NDM1 prendront la place de tous les colis sensibles et on n'aura plus rien pour traiter les bactéries. On sera à l'ère post-antibiotique. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de bien réel. C'est pour ça que dans ces recommandations, vous allez voir, les molécules ont changé et
l'esprit fondamental est d'épargner l'imipenem. Alors, la bactérurie, on a parlé de bactérurie asymptomatique. Ce qui est préconisé par le groupe de recommandation, c'est la bandelette urinaire à faire une fois par mois. Pourquoi ? Parce que la bandelette urinaire présente une excellente valeur prédictive négative. Donc, quand elle est négative, qu'il n'y a pas de symptômes, on peut exclure l'infection urinaire et la dame s'en va. Si elle est positive, on fait à ce moment-là un ECBU. Le CBU est prescrit d'emblée s'il s'agit d'une femme à risque d'infection urinaire, c'est-à-dire d'une femme qui a des antécédents d'infection urinaire. Et comme on vous l'a dit auparavant, les colonisations urinaires gravidiques doivent être traitées systématiquement. Voilà juste que pour vous rappeler les conditions de prélèvement d'un ECBU: hygiène des mains de la patiente, toilette soigneuse, éliminer le premier jet d'urine et recueillir les urines directement dans le flacon. Et tous les biologistes ici savent aussi bien que moi que cette image à l'examen direct n'est pas si rare que ça. Il ne devrait pas exister. La colonisation urinaire est définie par une bactérie supérieure à 10 puissance 5, on vous l'a dit. Et là, juste une chose à changer dans ces recommandations, c'est la durée totale de l'antibiothérapie et surtout la préconisation de la phosphomycine, du mononuryl en 2 uniques, juste pour les colonisations urinaires. Et ici, juste, ce sont le traitement. Une bactérurie asymptomatique n'est pas traitée en probabiliste, elle est traitée après l'antibiogramme. Et ici, pour les bactériologistes, pour savoir maintenant quel disque ils devront mettre sur leur antibiogramme. Donc, il faut amoxicilline, pivmécilinam, phospho, et les autres nitrofurantoïne, Bactrim, Augmentin, Cipro. Le diagnostic de l'infection urinaire. Voici les nouvelles normes signant une infection urinaire. Le Leucocyturidis 4. On sait que l'examen direct, ça c'est valable pour n'importe quoi. Quand il est positif, c'est qu'il y a au moins 10 puissance 5 bactéries par ml. Qu'est-ce qui a changé ? Pour Coli saprophyticus, le seuil est à 10,3. Pour les autres entérobactéries, Staph aureus entérocoque, le seuil est à 10,4. Pour Strepto B, le seuil est à 10,5. Pourquoi il est à 10,5 ? Pour éviter les faux diagnostics d'infection urinaire à Strepto B. Un ECBU mal prélevé chez une femme de porteuse de Strepto B, il peut y avoir quelques colonies de Strepto B dans les CBU. Elle ne sera pas infectée ni colonisée. Pour ces raisons, il s'agit simplement d'un ECBU mal prélevé. Et les raisons d'avoir mis ce seuil à 10,5 sont pour éviter de traiter inutilement des femmes. Par contre, il faut le signaler, puisque si la femme l'a enceinte là dans son ECBU, elle l'a forcément dans le vagin, donc on a les arguments pour la prophylaxie par partum. Les seuils sont à 10,3 pour le sondage, 10,1 pour la ponction et pour la sonde à demeure à 10,4. La cystite aiguë gravidique, le traitement probabiliste, ça sera céfixime, ciprofloxacine et toujours phosphomycine. Ensuite, c'est l'antibiothérapie adaptée selon la colonisation que nous avons vue auparavant. En ce qui concerne la pyélonéphrite, ça n'a pas grand changement. Ce sont les C3G ou la ciprofloxacine. La ciprofloxacine, avant, était assez contre-indiquée pendant la grossesse, alors que des études ont montré qu'on pouvait tout de même l'administrer. Et donc, c'est avec ajout d'amicacine s'il y a un signe de gravité. Pourquoi amicacine plutôt que gentamicine ? Parce que les bactéries BLSE dont je vous ai parlé sont plus souvent sensibles à l'amicacine qu'à la gentamicine. Ensuite, l'antibiothérapie est adaptée et ici, l'ordre a de l'importance puisqu'on va prendre les molécules par ordre. D'abord, la bactérie sensible à l'amoxicilline, amoxicilline, ensuite augmentin, ensuite céfixime, etc. Tout ça est le traitement 10-14 jours, tout ça pour épargner les antibiotiques. Il est important d'épargner les antibiotiques. Alors, le traitement d'une pyélonéphrite à BLSE, là, si vous avez regardé les nouvelles recommandations de la CASFM, c'est un petit peu plus compliqué. Si la bactérie est sensible au fluoroquinolone, ce sera la ciprofloxacine. Si elle est résistante au fluoroquinolone, Bactrim sensible, Bactrim. Si elle est résistante
O2. Là, vous savez qu'il y a de nouvelles recommandations du CASFM pour les bactéries BLSE. Avant, quand on avait une BLSE, on rendait résistant à toutes les bêta-lactamines, sauf céfoxytine et les carbapénèmes. Maintenant, pour épargner, toujours dans un souci d'épargne de cet imipenem, vous savez très bien que avec certaines BLSE, on a quand même des grands diamètres à la ceftazidime, par exemple. Donc, on recommande de faire des CMI avec des E-tests, et si la CMI est inférieure à 1 pour ces molécules peuvent être utilisées. Idem pour le piptazo, inférieur à 8. Deuxième choix, céfoxytine. Aminoside, on peut très bien mettre de l'aminoside en seul traitement. C'est fait par exemple au Canada chez les enfants qui présentent des pyélonéphrite. Les petits enfants qui présentent des pyélonéphrite au Canada reçoivent en première intention de l'amicacine et seulement de l'amicacine. Troisième choix, s'il n'y a rien d'autre, l'imipenem. Deuxième mode d'infection dans l'enfant, c'est l'infection par voie ascendante. L'infection par voie ascendante, c'est-à-dire que c'est une infection une bactérie au niveau vaginal qui va remonter dans les voies vaginales et donc provoquer une chorioamniotite. Alors, à quelle bactérie doit-on s'intéresser? Les deux principales bactéries responsables du sepsis précoce, puisque là on est vraiment dans le précoce, Strepto B et coli. Les autres sont un peu plus rares. Le sepsis précoce se produit dans les 72 premières heures de vie et le plus souvent, 85% des cas, avant 24 heures. Il est à ce jour, en raison de l'antibioprophylaxie perpartum, l'incidence a diminué. Elle est dans cette étude faite en Alsace de 1,19 pour 1000 naissances. Juste pour savoir, le strepto B, ce n'est pas n'importe quel strepto B qui va donner des méningites et des infections néonatales sévères. C'est un clone particulier qui fait partie du sérogroupe 3 et qui est le clone ST17 qui est responsable donc d'infections néonatales et de diffusion mondiale. Quelle est l'importance de ce clone? Eh bien, vous voyez, c'est lui qui est responsable tant dans les infections précoces et OD que dans les infections tardives de 75% des méningites. Et pourtant, il n'est retrouvé que dans 12% des cas en colonisation vaginale. Donc, importance de ce clone ST17. Est-ce qu'on en fait le diagnostic tous les jours en France? Pas du tout. Avant, on sérotypait les strepto B. Je suis à côté du CNR des streptocoques. On ne sérotype plus puisque le sérogroupage avec le latex marchait plus ou moins bien, mais on fait directement des méthodes de sérotypage moléculaire. Donc, pas n'importe quel strepto B rend malade. Alors maintenant, qu'en est-il? Je vous ai parlé du coli. Qu'en est-il du coli? Colica ou non colica? D'abord, le coli n'infecte pas tout à fait les mêmes enfants. Il infecte plus particulièrement les enfants prématurés et de petits poids de naissance, comme on peut le voir ici. Le coli, voilà, en bleu. Le risque est d'autant plus important que l'enfant est prématuré avec donc un très faible poids de naissance. Ce qui caractérise cette infection à coli, c'est que la mortalité est très élevée. Elle est d'environ 30% versus 9% pour le strepto B. Ceci certainement en raison de la prématurité des enfants. Quelle est la physiopathologie des méningites néonatales à coli? Juste pour rappel, la physiopathologie des infections néonatales à strepto B, c'est un bébé qui se colonise en passant par la filière génitale, souvent avec un fort inoculum au niveau de la filière génitale, qui va inhaler le strepto B, qui est responsable d'une pneumopathie en premier et qui ensuite évolue vers la bactériémie et la méningite. Vous savez aussi bien que moi qu'avant l'antibioprophylaxie, ces bébés mouraient à 2 ou 3 heures de vie sans qu'on puisse rien faire sans les traiter. L'antibioprophylaxie a vraiment changé cette donne. La physiopathologie de l'infection néonatale à coli est plus torpide. Elle est en conséquence, elle laisse plus de temps pour agir, c'est l'avantage. Donc les enfants sont colonisés à la naissance au passage de la flore génitale, de la flore urogénitale.
Il y a donc les bactéries vont se multiplier dans la lumière intestinale. Il y a ensuite translocation de la lumière intestinale vers le sang quand on a un seuil suffisamment important de colis dans les selles. Et les bactériaux qui ont affaire à des services de néonates savent très bien que quand on voit un méco qui est bourré de colis, tout de suite on appelle le néonate en disant attention, il y a un risque de translocation. Donc ce colis va passer dans le sang et ensuite il va pouvoir traverser la barrière hématoméningée et la relation est directe entre le taux de bactériémie et l'ensemencement du LCR. C'est-à-dire que si on a 10-4 bactéries dans le sang, on aura une méningite que d'environ 10% des cas, alors que si on a 10 puissance 6 bactéries, on aura une méningite dans 80% des cas. Donc, la méningite nécessite une bactériémie élevée et prolongée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux antigène K1 ? En fait, l'antigène K1, c'est l'antigène polysaccharidique de surface de K1. Juste pour faire bref, vous savez qu'il existe énormément d'espèces de colis et que tous les colis ne sont pas aussi pathogènes les uns que les autres et qu'un certain groupe de colis qui appartiennent au groupe B sont plus facilement responsables des infections invasives. Une des particularités que donne la présence de cet antigène K1 est la faible immunogénicité de ce colis et le haut niveau de bactériémie. Toutefois, comme vous le voyez ici, cet antigène K1 n'est présent, il est présent dans plus de 80% des méningites néonatales à colis, mais que dans 80%. Ce qui veut dire que si vous avez dans votre hémoculture un colis qui n'est pas K1, il peut quand même être responsable de méningite. Donc, à la question, est-ce qu'on s'occupe d'un colis quand il n'est pas K1 chez l'enfant ? C'est oui. Alors, et juste pour un petit peu appuyer cette donnée, en fait, l'intérêt du sérotypage de K1 en routine, il est tout à fait français, puisqu'il apparaît dans les recommandations françaises, mais dans jamais aucune autre recommandation ni revue de la littérature. En particulier, Barbara Stoll, qui est une américaine, qui est la papesse des infections néonatales, ne parle jamais d'Escherichia coli K1 dans ses publications. D'autant plus que si vous savez comment on type l'Escherichia coli K1 par du latex, une agglutination au latex, qui pose des fois quelques problèmes de reproductibilité. D'autre part, quand vous avez un prélèvement bourré de colis, il peut tout à fait y avoir plusieurs sortes de colis. Et fréquemment, nous le faisons, nous, à Port-Royal, quand on a, par exemple, du colis dans le gastrique et du colis dans l'oreille. Dans un prélèvement, on va retrouver du K1, dans l'autre prélèvement, du non-K1. Et c'est pas pour ça qu'on ne va pas traiter. Donc l'agglutination n'est pas si fiable que ça, un peu comme l'était l'agglutination du strepto B. Donc attention au colis qui n'est pas K1. On va passer maintenant au prélèvement vaginal. L'écologie normale de la flore vaginale, c'est 10 puissance 9 bactéries par gramme de sécrétion. La flore dominante, c'est le bacille de Dorlin, mais il n'y a pas que le bacille de Dorlin. Vous savez que maintenant, il existe des études de microbiote. Le microbiote, c'est regarder par biologie moléculaire toutes les bactéries qu'on ne voit pas à l'examen direct et qu'on ne peut pas cultiver. Et en fait, on ne fait pas grand-chose en bactériaux si on regarde le microbiote. On cultive que vraiment certaines bactéries, il en existe des tas d'autres. Donc, ce fameux bacille de Dorlin, en fait, quand vous regardez le gramme, vous dites il y a un seul bacille de Dorlin. Et quand vous faites justement ces études de microbiote pareil, en amplifiant l'ARN CSS des bactéries, on voit ici dans cette publication, les auteurs ont suivi la flore vaginale d'une femme entre 33 et 42 semaines. Et ce sont les différentes sortes de lactobacilles. Vous voyez qu'il n'existe pas qu'un lactobacille, mais plein de lactobacilles. Et que tout ça varie au cours du temps. Une deuxième notion est que le lactobacille, de par sa faculté de donner un pH acide vaginal,
protège le vagin contre les bactéries pathogènes. Eh bien, ça peut être aussi remis en doute, puisque ces auteurs ont montré que certains lactobacilles n'ont pas cet effet protecteur de la flore vaginale. En particulier, Lactobacillus iners est plus fréquemment retrouvé dans la flore de femmes qui ont fait des accouchements prématurés. Quelles sont les autres bactéries que l'on peut retrouver dans le vagin? Bactéries issues de la flore digestive, environ 10 puissance 4 par gramme. Vous voyez toutes ces bactéries, donc vous voyez qu'on est très loin de cultiver toutes ces bactéries en bactériologie. Il y a notamment beaucoup de bactéries anaérobies qu'on ne peut pas réussir à cultiver, donc ça ne sert pas à grand-chose de faire des cultures anaérobies du prélèvement vaginal. Donc Atopobium, Gardnerella, ça on peut la cultiver, Candida, et je voulais aussi vous faire remarquer ici que Mycoplasma hominis et Ureaplasma sont des hôtes normales de la flore vaginale. Alors, quelle est la définition de la vaginose? La vaginose, c'est en fait une prolifération bactérienne, plus particulièrement de bactéries anaérobies. Et vous voyez ici que toutes ces bactéries qu'on retrouve dans la vaginose sont présentes dans la flore normale, mais dans la vaginose, elles sont présentes à un taux beaucoup plus important et qu'il y a 10 à 10 000 fois plus de bactéries dans la vaginose. Mais aussi, il y a d'autres bactéries beaucoup plus difficiles à cultiver. Donc, pour en résumer, la seule façon de faire le diagnostic d'une vaginose, c'est le score de Nugent, comme vous le voyez ici, qui considère la présence de lactobacilles, soit la présence de Gardnerella, et la présence de bactéries incurvées. Et je ne reviens pas à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, qui était parfaitement exact. Voilà quelques images, un vagin normal et une vaginose. On voit là très clairement ce qu'on appelle le déséquilibre de flore. Vous savez que quand on étudie une flore en bactériaux, il y a deux choses à regarder. La bactérie pathogène qui ne devrait pas s'y trouver et deuxièmement, le déséquilibre de flore. C'est aussi par exemple la définition d'une angine à streptoa. C'est pas parce qu'on a un streptoa dans la gorge au milieu de la flore qu'on a une angine, mais quand on a la flore qui est complètement remplacée par du streptoa, on a une angine. Ça, je passe aussi vite, c'est le mécanisme qui conduit de la vaginose à la naissance prématurée, on vous en a parlé. Juste ici, pour mettre un peu la zizanie, voici une étude récente qui a été publiée en 2013 de la Cochrane Database, qui a repris 21 études incluant 8000 femmes et qui montre que si le traitement antibiotique est utile pour éradiquer la vaginose bactérienne pendant la grossesse, le risque global de l'accouchement prématuré n'est pas significativement réduit. Seules 2 études parmi ces 21 trouvaient des résultats un peu différents. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qui est communément admis. Il faut traiter la vaginose, je ne dis pas qu'il ne faut pas la traiter. Une femme a des signes cliniques, on la traite, mais ce n'est pas pour ça qu'on réduira le risque d'accouchement prématuré. Tout ceci, c'est toujours la même histoire, c'est dans le souci d'épargner les antibiotiques. Il existe aussi dans la flore vaginale, dans la flore vaginale des bactéries oropharyngées qui sont très importantes. Haemophilus influenzae, para-influenzae, surtout et pneumocoque. J'attire votre attention sur ces 2 bactéries qui des fois peuvent être négligées quand on les retrouve et en fait elles sont responsables d'infections néonatales rares, certes, mais lorsqu'elles existent, le taux de mortalité est très important. 20% pour les infections à Haemophilus, 20% pour les infections à pneumocoque. En tant que bactériologiste, on n'en voit pas beaucoup dans sa vie, mais les rares qu'on voit, on s'en souvient. En pratique, que fait-on? Quand, en l'absence de situation à risque, on va rechercher le strepto-B dans les 32-35 semaines d'aménorrhée. On recherche que le strepto-B. Pour ce faire, on utilise soit des géloses au sang, soit des géloses sélectives. Voici toutes les sortes de géloses sélectives qui existent. Ces géloses sélectives ont un excellent rendement et donnent de très bons résultats. Vous voyez, par exemple, nous, à Cochin, nous utilisons celles-là. On voit apparaître, on les met en anaérobie, apparaître des colonies oranges. Mais ceci dit, ces milieux sont chers.
Une des façons de passer un peu moins à côté du streptobé, parce que des fois c'est pas très facile de le voir au milieu de toute la flore, c'est de mettre une gélose au sang en atmosphère anaérobie. Parce que à ce moment-là, la caractéristique du streptobé est de développer mieux son pigment en anaérobie. Donc il y a des bactéries que vous allez pouvoir repérer en anaérobie que vous n'avez pas vues en aérobie. Donc on rattrape quelques streptobés en mettant les boîtes en anaérobie. Ensuite, dans d'autres contextes, dès que ça va un petit peu plus mal, s'il y a une menace d'accouchement prématuré, un syndrome infectieux, on va prendre en compte toutes les bactéries. Raison de plus, je vous ai dit l'importance du colis, raison de plus si on a une menace d'accouchement prématuré. On va bien faire attention au colis et on ne va pas louper le colis. Après, entre guillemets, l'obstétricien, il fera ce qu'il voudra, mais nous, on aura fait notre boulot de bactériaux en prévenant qu'on a du colis dans le prélèvement. Et par exemple, si la patiente, ça c'est pas dans les recommandations, mais c'est une pratique, si la patiente a une culture pure de colis dans le PV un jour avant d'accoucher, l'antibioprophylaxie perpartum, on va peut-être la changer en fonction de l'antibiogramme, quand même. Voilà. Mais c'est pas ça, je vous le dis comme ça, mais c'est pas noté noir sur blanc dans les recommandations. Alors, les bactéries pathogènes qui augmentent le risque de menace d'accouchement prématuré et de rupture prématurée, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, qui est Mycoplasma genitalium. Alors que les autres mycoplasmes ne sont pas des IST, Mycoplasma genitalium est une IST. Les prélèvements, c'est prélèvement vaginal endocole, soit, mais maintenant, ce qui marche le mieux, c'est le premier jet d'urine. Ces bactéries ne sont à rechercher que lors d'une rupture prématurée qu'en cas de suspicion d'IST, puisque ça, ce sont des recommandations françaises et qu'en France, la prévalence est faible. Donc, on ne recherche pas ces bactéries systématiquement. Comment recherche-t-on ces bactéries ? La méthode la plus simple, c'est la PCR. Il existe sur le premier jet d'urine, il existe un kit PCR commercialisé, Cobascore, qui retrouve à la fois chlamydia, gono et Mycoplasma genitalium. Pour savoir, pour le gono, c'est excellent, puisque à Cochin, où nous avons vraiment un centre où les cultures de gono sont très bien faites, on retrouve 20% de plus de positifs avec la PCR. Donc PCR sur le premier jet d'urine. Et pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, avec les prélèvements au niveau de l'endocole, c'est pas utile pour chlamydia. On fait juste le premier jet d'urine. Les tests sérologiques sont-ils utiles ? Ils sont inutiles pour les infections basses, utiles pour les infections hautes. Mycoplasma hominis et Ureplasma uraliticum, est-ce qu'il faut les rechercher ? Non, puisque je vous ai dit qu'ils étaient dans la flore normale. Cependant, dans le cas où on voudrait les rechercher pour X raisons, il existe des petits milieux très faciles à utiliser, commercialisés par Mérieux. À ce moment-là, le seuil, ces milieux, on contrôle la positivité par la culture sur les boîtes, en regardant s'il existe les colonies caractéristiques. Le seuil pour le PV est supérieur à 10,4, donc il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ça soit considéré comme pathogène. En conclusion, il faut savoir lire le résultat du prélèvement vaginal. Regardez bien la cytologie. S'il y a une vaginose, il n'y a pas de leucocytes. Recherchez les gonotres, chlamydia s'il y a besoin par PCR. On regarde bien sûr un état frais pour permettre de faire le score de Nugent. Recherche de levures, vous avez vu que les levures, elles peuvent être en portage asymptomatique, de trichomonas bien sûr, et la détection de bactéries, des bactéries à haut risque infectieux, streptobé, coli, staph aureus, influenzae. Pour savoir, on a l'expérience à Cochin du staph aureus. Les femmes africaines sont plus facilement porteuses de staph aureus au niveau vaginal. Il n'y a pourtant pas plus d'infections à staph aureus chez les femmes africaines qu'il y en a chez les femmes européennes. Je vous remercie. Merci, Dr Raymond, pour la qualité et pour la clarté de ce diaporama. Et si vous avez des questions en salle, vous pouvez poser 2 ou 3 questions. Où cherchez-vous les chlamydia ? Où recherchez-vous les chlamydia ? Premier jet d'urine.
Et au niveau du vagin? Premier jet d'urine. Ça marche beaucoup mieux. D'accord. Oui, bonjour. Je voulais vous demander au sujet de vos conditions préanalytiques pour le CBU. Vous n'avez pas parlé de la stase urinaire qui est recommandée dans le RIMIC. Vous avez tout à fait raison. Ça se fait plus beaucoup, les gens y pensent plus beaucoup, mais c'est mieux. C'est mieux. Complètement. Mais c'est pas obligatoire. Vous savez comment on se fait maintenant, le médecin prescrit, on se dépêche de faire le CBU, on n'attend plus. Avant, il y a longtemps, les OCBU, ça se faisait que le matin, au lever, mais ça n'existe plus. Mais vous avez raison. C'est encore plus vrai pour l'enfant, par exemple, que pour l'adulte. Par exemple, bon, je diverge un peu sur ce qui m'était imparti, mais vous savez quel est le grand facteur de négativité d'un ECBU chez l'enfant? D'abord, il n'attend jamais que les urines soient restées 3 heures dans la vessie pour faire pipi. Et ensuite, quand l'infirmière lui a posé la poche, pour que ça aille plus vite, elle lui donne un biberon d'eau. Donc les urines sont diluées. Il y avait une question au fond de la salle. Oui, je reviens sur la recherche des chlamydiés sur le premier jet d'urine chez la femme. Chez nous, on a un petit souci, on a un petit peu abandonné le premier jet, on préfère le prélèvement au niveau de l'endocole parce qu'on n'a pas de résultats intéressants avec le premier jet. Ça marche bien pour vous? Mieux que l'endocole. Je peux rien vous dire d'autre. J'ai une question par rapport aux mycoses vaginales. Quels sont les risques qu'elles amènent, quoi? Comment? On n'a pas beaucoup parlé des risques qu'amènent les mycoses vaginales. Les mycoses vaginales. Les mycoses vaginales, Oui. Ça dépend des signes cliniques. S'il y a des signes cliniques, il faut traiter, bien sûr. Il n'y a rien de particulier. Tout ce que je peux vous dire sur les mycoses vaginales, c'est il semble qu'il y ait une augmentation des infections à Candida chez le prématuré. C'est tout. En termes de prématurité, une menace d'accouchement, de contraction? Non, du tout. Non, Il n'y a pas de Du tout. C'est au niveau de la colonisation chez l'enfant, mais pas du tout de prématurité. Ma question, c'est sur toujours le chlamydia. Donc, non, parce que nous, on fait la recherche de chlamydia en biologie moléculaire. Et donc, en biologie moléculaire, on ne fait plus au niveau de l'endocole, hein, on fait carrément dans le vagin. Et on a de bonnes positivités, hein, je vous confirme. Aussi bien je dans dis le pas vagin. que c'est pas mal, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est plus pratique dans le premier jet d'urine. Oui, mais ça dépend et si les la patiente résultats sont aussi bons. Ça dépend si la patiente vient d'uriner ou pas, parce que si elle vient Mais ceci dit, je pourrais vous envoyer des publications. Je les ai pas là, je peux pas vous les dire, j'ai pas parce les noms que par j'avais cœur, entendu mais parler je pourrais vous d'une les envoyer. étude qui avait été faite aux États-Unis d'ailleurs, une étude qui avait été faite sur des autoprélèvements. Pour le Chez les jeunes streptobé, filles, par exemple. ou les adolescentes, je crois, et qui avait donné de très bons résultats en autoprélèvement. Donc, bon. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il faut faire la recherche systématique dans le premier bilan de la femme enceinte? Non, que Non. s'il y a des signes cliniques d'IST ou des raisons de penser à une IST. D'accord. Mais, ceci dit, c'est modéré. C'est ce que je vous ai dit, ce sont les recommandations françaises, parce que nous avons tout de même une relative faible prévalence. Après, il faut voir selon la prévalence dans votre pays. Mais en France, ça n'est pas recommandé. Parce que l'épidémiologie de chlamydia trachomatis en Guadeloupe, elle est beaucoup plus élevée qu'en métropole. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous réponds ça. C'est pour ça que, bon, nous, on le fait au moins une fois, c'est-à-dire la patiente qui vient. Et vous traitez systématiquement quand Je vous ne avez sais pas- recherché? Je ne sais pas si les gynécologistes traitent systématiquement, mais nous, une patiente qui vient au laboratoire, qui n'a jamais eu de recherche de chlamydia, en moins d'1 an, si on n'a pas une antériorité de 2 ans, on fait systématiquement. Professeur Jean qui veut répondre. Moi, je pense qu'il ne faut pas rechercher systématiquement. Par contre, quand il y a des antécédents de fausses couches, d'accouchement prématuré, oui, dans ces cas-là, il y a un contexte. Dans ces cas-là, oui, mais en dehors de cela, en sachant que si vous découvrez un chlamydia, vous êtes obligé de traiter le partenaire aussi. Si on trouve, on cherche. On traite. Voilà, il n'y a plus d'autres questions? Ça va? Bon, merci Merci beaucoup, beaucoup. docteur Raymond, pour cette intervention.